Elle avait ce regard que l'on n'oublie jamais, une beauté douce, mélancolique. Romy Schneider n'était pas simplement une actrice. Elle était une obsession française, une mythe vivant, une idole adorée par des millions de spectateurs. Mais en mai 1982, on la retrouve sans vie. À seulement 43 ans, dans son appartement parisien, aucun bruit. Aucune alerte. Juste une femme, seule, effondrée sur son bureau. Une photo de son fils entre les mains. Officiellement, c'est une mort naturelle. Mais personne n'y croit vraiment. Son entourage parle d'un chagrin insupportable. Les journaux évoquent l'alcool, les médicaments, la dépression. Une enquête est ouverte, puis rapidement classée. L'opinion publique, elle, reste figée dans l'incompréhension. Comment une femme si aimée, si célèbre, a-t-elle pu sombrer ainsi dans le silence et l'oubli? Pourquoi Romy Schneider a-t-elle dû affronter seule ses douleurs les plus intimes, sans que la France qu'elle chérissait ne tende la main? Était-elle vraiment la muse que l'on disait adorer? Ou juste un reflet de nos fantasmes, que l'on a brisé quand il ne brillait plus assez? Tout le monde pensait qu'elle avait tout, mais derrière les projecteurs, elle portait une douleur que nul ne soupçonnait. Et la vérité, derrière son sourire, est bien plus sombre. Romy naît le 23 septembre 1938 à Vienne. En Autriche. Son vrai nom, Rosemarie Magdalena Albach. Elle est la fille de deux stars du cinéma germanophone, l'acteur Wolf Albach-Retty et la comédienne Magda Schneider. Sur le papier, tout semble parfait. Mais dans l'intimité, l'enfance de Romy est tissée de silence, de tensions, de ruptures invisibles. Ses parents divorcent alors qu'elle n'a que 5 ans. Elle grandit entre deux mondes, deux maisons, deux attentes contradictoires. Sa mère, très pieuse, la pousse vers une discipline stricte, catholique, presque étouffante. Son père, Loï, s'éloigne lentement de sa vie, jusqu'à devenir une figure fantomatique. Romy dira plus tard « Mon père m'aimait sûrement, mais de loin. S'il manque, elle ne l'oubliera jamais. » Mais ce qui marque profondément la petite Romy, c'est l'ombre de l'histoire. Née à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle découvre à l'adolescence que ses grands-parents maternels étaient proches du régime nazi. Pire encore, des rumeurs persistantes circulent. Sa mère, Magda, aurait entretenu des liens ambigus avec le Troisième Reich, jouant pour les studios, soutenus par la propagande. Ce passé, Romy le portera comme une honte héréditaire, qu'elle n'a jamais choisie, mais qu'on lui rappellera toute sa vie. À l'école, Romy est rêveuse, solitaire. Elle écrit des poèmes, invente des dialogues, joue des scènes devant le miroir. Sa mère l'inscrit en internat, espérant la garder éloignée du monde du spectacle. Ironie du sort, c'est là, dans ce pensionnat austère de Bavière, que Romy commence à briller dans les pièces de théâtre scolaire, elle à Furtinance. Et déjà ce regard intense, cette voix posée, cette manière de tout absorber autour d'elle. Un jour, sa mère l'emmène sur un tournage. Par curiosité. Mais un producteur remarque immédiatement la jeune fille. Un essai caméra est organisé. Le verdict est sans appel. Romy a ce quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, un mélange de fragilité et de détermination, de pureté et de trouble. Elle n'a pas encore 6 ans. Et déjà le destin s'invite dans sa vie. Elle débute au cinéma dans Wender Wes Flieder Wider Blut aux côtés de sa mère. Mais c'est le rôle de l'impératrice Sissi en 1955 qui va la propulser dans un tourbillon incontrôlable
Elle est déviante. Du jour au lendemain. L'icône de toute une génération, adulée, glorifiée, étouffée. Personne ne lui demande si elle en a envie. On décide pour elle, et Romy, docile, obéit. Derrière la caméra, elle sourit. Mais à l'intérieur, la jeune fille cherche encore qui elle est. Et ce qu'elle mérite d'être? Si. 3 lettres qui ont fait d'elle une légende. En 1955, à peine âgée de 17 ans, Romy Schneider devient, en une seule trilogie, l'impératrice de tous les cœurs d'Europe. Le film connaît un succès colossal. Le public l'adore. Les studios la réclamant, les journalistes la couvrent d'éloges. Mais très vite, ce costume de princesse devient un fardeau. Car Romy ne veut pas rester prisonnière d'une image figée, sucrée, éternellement jeune. Elle aspire à des rôles plus complexes, plus sombres. Elle veut grandir, évoluer, exister en dehors du conte de fées, et c'est la France qui lui offre cette possibilité. En 1958, elle rencontre Alain Delon sur le tournage de Christine. Ils tombent amoureux, passionnément. Romy quitte l'Allemagne, sa langue, ses repères, pour suivre Delon à Paris. Elle change tout, de pays, de style, de registre. Un geste audacieux, presque suicidaire pour une actrice aussi célèbre, mais elle s'y jette, corps et âme. À Paris, elle recommence presque à zéro. Fini les robes à crinoline. Place au rôle moderne. Tourmentech. Elle travaille son français avec acharnement, prend des cours, observe, écoute. Elle tourne avec les plus grands. Orson Welles, Luchino Visconti, Claude Zautet. Chaque film est une marche vers la reconnaissance. Non plus comme Sissi, mais comme Romy. Son jeu s'affine, gagne en intensité. Elle devient la muse d'une génération de réalisateurs. Dans la piscine, 1969, aux côtés de Delon, elle incarne une sensualité trouble, mêlée d'amertume. Dans les choses de la vie, elle bouleverse par sa retenue. Et dans César et Rosalie, elle devient l'image même de la femme libre. Aimante, per due. Le public français l'adopte. Les critiques saluent sa métamorphose. En 1976, elle remporte le César de la meilleure actrice pour l'important, c'est d'aimer. C'est l'apogée. Romy est au sommet de son art. Elle a conquis un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle identité. Elle est enfin respectée pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'on voulait qu'elle soit, mais derrière cette ascension impressionnante, des fissures commencent à apparaître, les tournages sont épuisants, les rôles exigent d'elle des parts de douleur réelles. Romy donne tout, jusqu'à l'âme. Elle s'investit si profondément qu'elle en ressort souvent brisée. Le cinéma devient une forme de survie, mais aussi un terrain dangereux. Et puis il y a la vie privée. L'amour avec Delon se termine dans les larmes. Elle se marie 2 fois, divorce 2 fois. Elle a un fils, David, qui devient très vite le centre de son monde. Mais même là, la stabilité semble toujours lui échapper. In apparence, tout va bien. Elle sourit sur les plateaux, répond aux interviews, décroche des prix, mais ceux qui la connaissent de près sentent une fatigue sourde, comme si, au sommet de la montagne, Romy commençait à se rendre compte que la descente serait vertigineuse. À la fin des années 70, Romy Schneider est à la fois plus brillante que jamais et plus fragile que jamais. Les rôles s'accumulent, les tournages s'enchaînent. Mais derrière l'écran, la douleur devient quotidienne. Une douleur diffuse, Sauerde,
qu'elle porte sans bruit. Elle boit beaucoup. Pour dormir, pour oublier, pour tenir, elle fume aussi. Compulsivement. Ses proches parlent d'insomnie chronique, de crise d'angoisse, de larmes silencieuses après les scènes les plus intenses. Le cinéma l'a sauvée, oui, mais il l'use. Il l'aspire. À force de jouer la détresse, elle finit par la confondre avec sa propre vie. En 1980, elle perd son ex-mari, Harry Mayen, retrouvé mort chez lui. Romy, qui avait déjà connu l'abandon et la trahison, ressent cette disparition comme un effondrement intérieur. Non pas pour l'amour perdu, mais pour le souvenir d'un équilibre brisé, d'un foyer éteint. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Le 5 juillet 1981, Son, Fils David, âgé de seulement 14 ans, escalade un portail chez les grands-parents de son beau-père et chute violemment sur des pointes en fer forgé. La blessure est mortelle. Romy est en tournage au moment du drame. On l'appelle. Elle s'effondre. Personne ne sait comment une mère peut continuer à respirer après ça. Elle ne sera plus jamais la même. À partir de là, quelque chose se casse définitivement. Le regard de Romy change. Il devient plus sombre, plus absent. Elle sourit moins. Ses apparitions publiques sont de plus en plus rares. Sur les plateaux, elle garde une rigueur absolue, professionnelle jusqu'au bout. Mais les techniciens disent sentir autour d'elle une sorte de vide, d'insondable fatigue. La presse, cruelle, s'empare de sa douleur. On l'a dit, à bout, instable, détruite. Certains vont jusqu'à l'accuser d'avoir été une mauvaise mère, de n'avoir pas su protéger son fils. Romy encaisse tout en silence. Elle ne répond jamais. Elle ne s'explique pas. Mais elle s'éteint lentement. Elle tente pourtant de revenir, de tourner encore. En 1982, elle accepte un nouveau rôle, avec la même exigence, la même intensité, mais son corps ne suit plus. Elle est amaigrie, fatiguée, souvent alitée. Elle souffre d'une tumeur rénale, refuse l'opération. Comme si, au fond, elle ne voulait plus se battre. Un soir, une amie proche la retrouve, Tard, seule dans son appartement. Romy parle de David. Encore. Toujours. Elle dit « Je n'ai plus peur de mourir. Je suis déjà morte avec lui. » Quoi ? Le 29 mai 1982, à Paris, dans un petit appartement de la rue Barbette-Jouy, Romy Schneider est retrouvée sans vie. Elle est affaissée sur son bureau, entourée de feuilles griffonnées, d'un verre de vin à moitié vide, d'une photo de David posée là, comme un dernier talisman. Elle n'a que 43 ans. Officiellement, le médecin parle d'un arrêt cardiaque, une mort naturelle. Mais pour ceux qui la connaissaient, il n'y a rien de naturel dans une fin si brutale. Si silencieuse. Pas de cris, pas de revoir. Juste une absence qui s'installe, comme un rideau qu'on tire sans prévenir. Aucune autopsie ne sera pratiquée, par pudeur, dit-on, par respect, mais aussi, peut-être, pour ne pas raviver les soupçons. Car à cette époque, les rumeurs vont bon train. Overdose médicamenteuse, suicide voilé, chagrin trop lourd. On murmure que Romy, depuis la mort de son fils, avait perdu tout désir de vivre. Elle écrivait, dans ses carnets, « J'ai l'impression d'être un fantôme qui joue encore à faire semblant d'exister. » Le plus troublant, c'est que les jours précédant sa disparition, elle semblait aller mieux. Elle riait un peu.
Elle parlait de projets. Elle voulait repartir en tournage, mais parfois, chez les êtres brisés, un dernier sursaut précède le silence. Une illusion de lumière avant l'extinction, sa mort laisse la France hébétée. Les médias annoncent la nouvelle avec retenue, les funérailles se déroulent dans l'intimité, peu de stars, peu de discours. Alain Delon, pourtant si proche d'elle pendant des années, ne dira presque rien. Il enverra une simple gerbe de fleurs, accompagnée d'un mot, à toi, pour toujours. Ah. Romy est enterrée à Boissy sans avoir. Un petit village des Yvelines. Là où elle avait trouvé, dit Town, un semblant de paix. Sa tombe est simple. Une stèle de pierre, quelques fleurs fraîches. Rien ne dit qu'ici repose une légende. Peu, être est-ce ce qu'elle avait toujours voulu, une fin sans spectacle, sans artifice, juste le silence. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après sa disparition, le nom de Romy Schneider suscite une émotion rare. Elle n'a tourné que quelques dizaines de films, mais chacun porte en lui une intensité à part. Une forme de vérité nue. Romy ne jouait pas. Elle offrait. Claude Sautet disait d'elle, elle ne mentait jamais devant la caméra, même quand elle jouait, c'était elle qu'on voyait. Alain Delon. Plus tard, dans un documentaire, murmura simplement « J'ai aimé Romy, et je l'aimerai jusqu'à ma propre fin. » Ta. Mais au-delà des hommages et des images figées, que nous reste-t-il vraiment d'elle? Une femme qui a voulu aimer, créer, être libre, et qui s'est heurtée à une époque, à une industrie, à des attentes écrasantes. Elle a payé le prix fort pour ne pas se trahir. Et ce prix, c'était la solitude. Il y a quelque chose d'injuste, d'amer, dans son destin. Car si la France l'a adorée à l'écran, elle n'a pas toujours su la protéger dans l'ombre. Trop belle, trop sensible, trop vrai. Elle dérangeait autant qu'elle fascinait. Peut être que le vrai drame de Romy Schneider, ce n'est pas sa mort. C'est qu'on ne l'ait jamais vraiment regardée pour ce qu'elle était. Elle était plus qu'une étoile, elle était une femme, une mère, une âme blessée en quête de lumière, et si son histoire nous bouleverse encore aujourd'hui, c'est peu, être parce qu'en elle, chacun de nous reconnaît un peu de sa propre fragilité,